Voici l'épisode 292 de notre revue de presse web et tech hebdomadaire. On ne traîne pas, le planning est chargé, il y a des choses à partager, comme par exemple cet appareil photo à faire soi-même, cette imprimante 3D rapide et précise, ou ce chargeur universel attendu par les Européens depuis plusieurs années. On parlera de Tesla et du Bitcoin, d'un smartphone qui s'enroule et d'une idée pour recycler nos masques chirurgicaux. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, n'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. Merci de nous rejoindre une fois de plus, de nous télécharger, de nous balader, de partir avec nous en jogging ou de faire la vaisselle, la cuisine tout en nous écoutant ou d'être dans votre salon et de regarder un épisode par exemple des Technos, sur votre écran de télévision. Je sais qu'il y en a qui le font. Ici, je vous assure. À moins que vous soyez actuellement sur Twitch et que vous nous regardiez en direct au moment où nous enregistrons cet épisode. Je le rappelle, nos enregistrements ont lieu tous les jeudis soirs à partir de plus ou moins 20h, ça dépend un petit peu si on est bavard avant ou si... voilà. Ici, nous étions un petit peu bavards, c'est bien vrai, parce qu'on se partageait quelques informations avec les deux chroniqueurs du jour, qui sont d'un côté Picaboo, en direct de France, puis de l'autre côté, nous avons David, en direct de Thaïlande. Autant vous dire qu'avec Bruxelles au milieu, il y a comme un choc thermique, puisque, en plus, il fait nuit pour l'instant, au moment où nous enregistrons cet épisode. David, je pense qu'il y a combien de degrés pour l'instant? Un petit peu moins de 30, c'est ça? 29 dehors, 33-34 dans mon bureau. D'accord. En pleine nuit, il est 2h du matin au moment où on enregistre. Par ailleurs, Bruxelles, pour l'instant, moins 4, moins 5, quelque chose comme ça. Et puis en France, du côté de Bordeaux, 10-11 degrés, vous voyez. Voilà, ça explique le pull chez moi, ça explique le t-shirt ailleurs. Dites-nous sur le chat, puisque vous pouvez nous suivre sur Twitch, je le disais, n'hésitez pas à nous donner les températures. Ça vous dérouillera un petit peu les doigts pour voir si le chat va bien. Je voulais quand même remercier nos amis, ceux qui nous ont laissé des commentaires la semaine dernière. Attendez, je reprends ma liste. Il s'agit de Battant qui laisse énormément de messages sur notre blog lestechno.be. Il y a également Nicolas Saint-Lay, Nico Mouk, Rafi Farah, Toumoisi59, Davy Dutrex, René Deletter, Eric Bourdin, 626, Sébastien Boireau, Christophe Fauveau, Pierre Laure, LG, je pense que c'est LG ou LG, David Dufro, Ingris Boy, et alors là c'est MFT, voilà. Je ne peux pas le prononcer autrement. Donc voilà, n'hésitez pas dans vos commentaires mettre un mot du genre appelez-moi comme ça. Ou comme ceci, parce que là c'est un peu compliqué quand même comme pseudo. Merci en tout cas à vous de laisser des messages et de faire vivre la communauté, de partager aussi vos savoirs par rapport aux news qu'on vous propose chaque semaine. Je le répète, c'est une revue de presse. C'est l'actualité technologique de la semaine vue par ces deux garnements. Donc on ne peut pas parler de tout non plus, soyons clairs, parce que sinon on tuerait des joggers. Déjà que là on les essouffle pas mal, donc à un moment donné il faut un tout petit peu se calmer. Donc on ne peut pas parler de tout, mais on parle de choses dont on a envie de parler, voilà, et c'est ça l'important, c'est les choses dont on a envie avec lesquelles on a envie de partager, voilà, des choses. Et si vous le voulez bien, à moins que l'un d'entre vous a envie d'ajouter quelque chose à ce petit préambule, qui est déjà fort long, non, je vois que non, et bien alors à ce moment-là, je pousse sur le bouton et on passe à la première lettre de notre abécédaire. La lettre A comme appareil photo, Picaboo, on va parler d'un appareil à fabriquer soi-même. C'est assez original, quoique... il y a longtemps, sans doute, qu'on avait des jeux comme ça qui nous permettaient de fabriquer nos propres appareils photo, nos boîtes à images, mais tu vas nous donner plus d'explications, je pense. Ouais, alors en fait c'est même plusieurs appareils photo, mais on va repartir à la base. Effectivement, moi-même quand j'étais petit, j'ai construit mon appareil photo à l'époque. Il y avait des petits kits qui existaient avec des petites lentilles en plastique, des choses comme ça, des trucs basiques, tout à fait basiques. Mais là on n'est pas on est un peu plus élevé en termes de niveau, même si on reste en appareil photo analogique. C'est-à-dire on n'est pas en numérique là, on est reparti à la mode et si je vous ai perdu. C'est un petit peu, il y a un truc un peu particulier. Voilà, il y a eu un petit bug, mais c'est revenu. Voilà, c'est revenu. Oui, et donc,
on est revenu un petit peu en arrière en termes de technologie. La dame qui fait ça s'appelle Nora Goodman. J'ai découvert ça en m'intéressant, devinez à quoi, à l'impression 3D, puisque ces appareils photo, elle les propose en impression 3D aussi. Voilà. Il faut expliquer que Nora Goodman, elle est une photographe, était passionnée de photographie, était aussi passionnée de bois. Elle est écologiste, très clairement, et elle s'est dit un jour que, alors c'était je sais plus la date, je crois que c'était en 96 peut-être, quelque chose comme ça, il y a 4 ou 5 ans, elle s'est dit, bah tiens, ça serait rigolo de pouvoir fabriquer mon appareil photo et de proposer cette possibilité aux gens qui veulent se construire leur appareil. Et elle a développé, grâce aussi à l'impression 3D, puisqu'au départ, elle les fabriquait en bois et avec du cuir, avec ce genre de matériaux, des matériaux relativement nobles, on va dire, écologiques. Elle s'est dit, mais oui, mais l'impression 3D aussi permet de faire ce genre de choses, beaucoup plus facilement pour certaines pièces. Et donc, elle a dit, l'impression 3D, on a des filaments qui sont écologiques, ils sont à base de maïs. Pourquoi aller s'embêter? On va utiliser cette technologie. Donc, elle a créé sa société qui s'appelle Goodman. C'est tout simplement, il suffit d'aller sur Internet, vous allez trouver le site Internet, on vous mettra le lien, et sur ce site, vous allez trouver une série d'appareils photo type, il y en a 4 ou 5, qui sont dont les pièces sont téléchargeables, pièces 3D imprimables en 3D sont téléchargeables, et le reste, donc évidemment, on imagine bien que la lentille, que un certain nombre d'équipements de l'appareil ne sont pas fabricables par le Pékin moyen, comme je suis par exemple, mais elles vendent le kit de ces petits accessoires qui vont en plus ajouter à votre fabrication 3D. Elle peut améliorer l'appareil esthétiquement parlant avec du cuir, du bois, etc. Donc tous ces éléments-là vont faire que quand vous allez fabriquer votre appareil photo, vous allez avoir un objet, en tout cas c'est ce qui est visible sur les photos, je l'ai pas testé, pour être clair, on va retrouver un appareil assez qualitatif et esthétiquement, ça a de la gueule, faut reconnaître. J'avoue que moi, ça m'a tapé dans l'œil, même si je suis pas un photographe, clairement, je suis pas quelqu'un de très pointu dans le sujet, mais j'avoue que la tête des appareils photo est assez attirante. Voilà, on irait presque tester la chose. Ça a de la gueule. Donc, elle fournit quand même ce qu'on appelle les montures, ce qui permet de mettre des objectifs qui sont des objectifs, on imagine, du commerce. Voilà. Sans doute, si vous avez la possibilité de récupérer des anciens objectifs argentiques sur différents marchés, etc., ça peut être l'occasion de les recycler. Et vous faites comme ça votre propre appareil photo. Je trouve ça assez. Ça a de la gueule. C'est audacieux à notre époque de sortir des produits comme ça, je trouve. Ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que j'ai affaire quand même à deux imprimeurs 3D, j'ai envie de dire, puisque Picaboo, on le sait bien, c'est un maker, comme on dit, et David n'est pas en reste, puisque lui-même imprime pas mal en 3D, entre autres pour ses drones FPV, on en a déjà parlé maintes fois, évidemment, mais tu imprimes bien d'autres choses, ou tu es capable d'imprimer bien d'autres choses aussi, et dans différentes matières, justement, les matériaux utilisés ont ici toute leur importance, on l'imagine. T'avais vu ce genre de projet, David, déjà ou pas ? J'avais vu ce genre de projet, pas pour un appareil photo, mais pour un microscope, qui lui n'était pas analogique parce que c'était basé sur une webcam derrière, mais c'était un projet assez intéressant qui permettait de faire un microscope de niveau scientifique, professionnel. Évidemment, l'optique n'est pas imprimable en 3D. Mais avec un Raspberry Pi, avec une webcam et le reste imprimé en 3D et quelques moteurs, il y avait moyen de faire quelque chose de vraiment impressionnant. Une question ici, comme c'est analogique, c'est des films argentiques ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, on est revenu en arrière, on est revenu 20 ans en arrière plutôt, avec il faut acheter le rouleau de photos. Par contre, c'est problématique pour développer. Il y a encore moyen il y a des laboratoires qui développent encore. Voilà, je pense qu'il y a encore des laboratoires qui le font. Et par ailleurs,
beaucoup de photographes, en tout cas amateurs avertis, développent aussi eux-mêmes. Hein. Ils ont leur chambre noire et développent leur film eux-mêmes, quoi. Ouais. C'est clairement pour des passionnés. Hein. Voilà, il y a pas de doute. Même si au final, quand on regarde sur le site, hein, les kits, donc les kits de petits accessoires, la lentille, le support d'objectifs, etc. Tout ça, ça coûte pas très cher en réalité. Oui, c'est assez, en termes de prix, c'est tout à fait abordable. Donc, et on voit les photos sur les galeries qui sont présentées, les galeries de photos. On voit les photos qui sont pas mal, ça donne pas mal. Alors, je présume que ça doit être des photographes avertis qui ont fait ça et qu'elles présentent pas n'importe quelle photo, mais oui, j'étais assez impressionné par la qualité de fabrication et de rendu. Et on peut complètement, comme tu le disais, les accessoiriser avec ce qu'on appelle des griffes, hein, pour porter un flash par exemple, ou autre, des viseurs, etc., avec les optiques qui vont bien. Bon, effectivement, quand on additionne tout ça, ça doit avoir un certain coût qui dépasse probablement le prix d'un appareil argentique d'occasion. Mais ici, il y a le plaisir en plus de le faire, quoi. Je pense même que quelqu'un un peu bricoleur et électronicien, etc., récupérerait un vieil appareil numérique pour le transposer avec certains éléments dans cette coque au vieux design, au design rétro. Et je pense qu'il s'amuserait, quoi. Ça va plaire à un de nos autres chroniqueurs, hein, Benoît, si tu nous écoutes, c'est pour toi. C'est le genre de truc, ça va l'intéresser au plus haut point, comme ceux qui sont passionnés de photos et d'impression 3D par ailleurs. Parce qu'on dit il faut que ce soit des photographes avertis, mais ça peut être aussi un imprimeur 3D comme vous, par exemple, averti, qui a envie de faire un cadeau à quelqu'un qui est fan de photos, par exemple. Hein, et on n'est pas obligé de le faire uniquement pour soi, on peut partager aussi, c'est un peu ça l'idée. En même temps, c'est même conseillé, j'ai l'impression. Merci à la Hulotte de nous rejoindre sur le chat, un auditeur habituel. Je vois qu'à Paris, il y a moins 2 degrés, d'après ce que Eric nous a dit. Et il y a quelqu'un qui nous dit moins 4, moins 5 par là, devinez où je suis. Ça va être compliqué. Ça va être un tout petit peu compliqué. Mais bienvenue en tout cas à vous qui nous avez rejoints. Je pense que ce sujet-là, voilà, les liens, comme tu l'as dit, sont bien sûr dans notre site ou en description de cette vidéo. Comme toutes nos sources d'ailleurs, on vous confie l'ensemble de nos sources à chaque fois. On parle régulièrement crypto-monnaie, vous le savez, chez les technos, mais pas que. Hein. Ici, il est question de Tesla et de Bitcoin. Je tiens à signaler quand même qu'il y a, je pense que c'était la semaine passée ou la semaine d'avant, on avait parlé de Bitcoin, de minage de Bitcoin dans une BMW. Dans une BMW, dans le coffre d'une BMW. Ici, c'est pas le même principe. Voilà, on parle de voiture aussi et de Bitcoin, mais c'est pas tout à fait la même chose, David. Oui, voilà. La crypto fait beaucoup parler d'elle ces temps-ci. Ouais. Et le Bitcoin avait déjà atteint en début d'année des records historiques. Et là, tout d'un coup, cette semaine-ci, Elon Musk a décidé d'investir 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin, ce qui l'a propulsé de 17% en une journée. Et ça a encore augmenté d'une dizaine de pourcents depuis. Donc c'est assez exceptionnel et en fait le monde de la finance commence à prendre réellement au sérieux le Bitcoin, les crypto-monnaies et tout le monde en boite le pas. Donc c'est fort intéressant comment les choses se déroulent. Une des raisons qu'Elon Musk a décidé d'investir dans le Bitcoin, c'est aussi pour une certaine stabilité, parce qu'il a invoqué tous les risques avec la crise actuelle, qui est une dévaluation de l'argent, parce que les gouvernements vont imprimer des billets pour les aides financières. Aux États-Unis, ils ont parlé d'une aide de 1,9 trillion de dollars. Qui n'a pas encore été accepté, je pense, mais ça peut causer une grosse dévaluation de la monnaie. Et donc Tesla investit dans le Bitcoin et il parle aussi d'investir dans l'or.
D'accord. Bah, vraiment les deux extrêmes, quoi. La très vieille monnaie et la nouvelle monnaie, si on peut dire. On va se faire des amis si on dit ça. Effectivement, là, voilà. Et on sent qu'il a envie de faire de la plus-value, quoi. C'est pour ça qu'il investit, sans doute. Enfin, même sûrement. Il y a probablement un peu de coup de pub, parce que étant donné sa notoriété, il l'avait déjà fait le coup il y a 2 semaines, je pense, qu'il avait indiqué un hashtag Bitcoin sur Twitter, et ça avait déjà propulsé de 4-5% en quelques heures. C'était redescendu un peu par après, mais bon, là l'annonce est venue. Bon, si demain il dit il revend ses Bitcoins et il passe à autre chose, ça risque de chuter d'autant. Ouais. Je tiens à signaler, juste j'en profite parce que j'y pense maintenant et sinon je vais oublier, que en utilisant le navigateur Brave, vous savez que quand vous naviguez avec Brave, vous avez la possibilité de, non pas miner, mais de toucher une petite dividende par rapport à la publicité que vous voyez sur votre navigateur. Vous avez la possibilité également de subsidier, en quelque sorte, les opérateurs comme nous, par exemple, via notre site web, d'envoyer quelques BAT. Ce sont des BAT, c'est une autre crypto-monnaie. Et quelqu'un nous avait dit, ah tiens, je vous ai entendu parler de ça, j'ai installé Brave, qui est livré avec 5 5 BAT, et il m'a dit, je vous ai tout donné. Donc on le remercie. C'est pas grand chose, hein, ça représente vraiment des petits euros, de tout petits euros, mais c'est très gentil de sa part. Donc voilà, c'était juste, je referme la parenthèse parce que sinon je vais encore oublier de parler de cette affaire-là. Donc voilà. C'est vrai que la crypto-monnaie, ça énerve plein de gens. On en a déjà parlé plein de fois. Hein. On a un chroniqueur qu'on voit beaucoup moins maintenant. C'est notre chroniqueur voyageur, Sébastien, celui qui n'a pas de cheveux, mais qui a une barbe, qui est fan, qui est passionné de crypto-monnaie, de blockchain, etc., qui pourrait en dire long sur le sujet, et je suis sûr que pour l'instant il est très très énervé parce que toutes les bêtises qu'il peut entendre à gauche à droite. Donc nous-mêmes on ne va pas rajouter des bêtises à ce qu'on a déjà entendu, parce que on peut vite en dire des bêtises quand on parle de crypto-monnaie, et on va peut-être éviter ça. Donc voilà, je sais pas si Picaboo a un avis sur la question, ou s'il a eu cette news aussi. J'ai un avis prudent. Oui. J'avais la crypto-monnaie il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois, au moment où c'était monté et redescendu, tout en bas. Ouais. Et bon, fort heureusement, j'avais pas beaucoup voilà, donc très bien. Mais par contre, j'ai toujours, pour l'instant, une certain recul par rapport à ça. Je trouve que pour le moment, il n'y a pas il n'y a pas une assise suffisamment établie pour que ça devienne une monnaie connue et reconnue. Par exemple, quand Tesla, quand Elon Musk dit j'en achète 1,5 milliard, oui, mais ça reste un investissement qui est un coup de pub, je suis d'accord, mais qui est aussi probablement de la comment on appelle ça, pour faire de l'argent derrière, probablement. La spéculation, voilà. Et tant que des sociétés comme des grosses sociétés ou éventuellement même des banques ne mettront pas en avant ce type de monnaie, je pense que ça aura du mal à décoller, surtout que ça n'aura pas une assise suffisamment stable pour devenir intéressant pour monsieur et madame tout le monde. Voilà, c'est pour ça que je me méfie un tout petit peu pour l'instant du... Oui, oui, je comprends bien, mais ce qu'on dit aussi souvent, c'est on ne sait pas payer son pain avec de la crypto-monnaie pour l'instant, c'est pas possible, c'est pas aussi pratique. Alors c'est rigolo parce que tout ça est numérique, et plus personne n'a un billet de 10 euros en poche, ouais. Ou même une pièce de 50. Moi j'ai plus de monnaie, ça fait maintenant, je regardais presque 1 an, je pense que je dois avoir un billet de 5 euros dans mon portefeuille, et c'est tout, parce que tout se fait aujourd'hui avec des cartes, avec du sans contact, avec du contact, machin, etc. Et donc les gens freinent des cas de fer en disant on ne sait pas payer avec les bitcoins. C'est vrai que c'est certainement moins simple qu'avec des euros, mais il y a quand même moyen d'acheter des trucs avec des bitcoins, hein. Soyons clairs, c'est de l'argent quand même. Voilà. Ce qui énerve pas mal. L'enjeu n'en prend pas. Oui, par exemple. La mienne non plus.
C'est tout maintenant que tu penses. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que tout ça est en train de se mettre en place, sans doute, à observer, à contrôler, et voilà. Et on va pas en rajouter des louches non plus. Hein. Pour le coup, on a noté le coup de pub de notre ami Elon une fois de plus, et puis on peut passer à la suite. Ah, tu voulais rajouter un truc, David? J'ai entendu un... Oui, il y avait le volet bis, qui était en fait le fait que le mining du Bitcoin, donc le Bitcoin est miné par des ordinateurs et des machines dédiées qui utilisent l'électricité. La consommation électrique du Bitcoin aujourd'hui est passé dans le top 30 des pays qui consomment le plus. Si le Bitcoin était un pays, il serait dans le top 30. Donc le Bitcoin pour l'instant consomme 121 TWh par an. Pour donner une idée, la Hollande consomme 120 TWh par an et la Belgique 82. Donc c'est quand même préoccupant. Oui et non. Parce qu'une fois de plus, il faut quand même enfoncer le clou une nouvelle fois, c'est que les bons mineurs de Bitcoin, ceux qui veulent vraiment faire de l'argent, ils le font avec de l'énergie renouvelable et pas avec de l'énergie fossile. Ce qui fait que, du coup, c'est beaucoup moins dommageable pour la planète. Et donc, oui, certes, ils consomment, mais c'est de l'éolien, c'est du solaire, tu vois, c'est pas du mazout. En théorie, oui. Dans certains pays, oui, mais en Chine, ce n'est pas vraiment le cas, et la Chine représente quasiment 50% du minage de crypto-monnaies. C'est pas les Chinois, c'est pas les plus malins sur le coup. D'ailleurs, ça nous amène à la lettre C, comme crypto. Voilà la transition. Hein, les crypto-mineurs chinois qui passent au portable. J'ai vu passer cette news-là, et je l'ai vu, cette news. Alors, tu vas nous en parler, hein, David, mais je peux déjà le dire, je l'ai vu démonter, mais d'une manière radicale sur les réseaux sociaux. Mais explique-nous le concept, si on ose dire. Mais en fait, en rapport avec la news avant, c'est que les crypto-monnaies ayant explosé fin de l'année précédente, début de cette année-ci, le minage de crypto-monnaies utilisant des cartes graphiques de PC est devenu beaucoup plus rentable qu'avant. Nvidia et AMD ont sorti des nouvelles cartes graphiques fin d'année dernière, qui ont été prises d'assaut par des sociétés qui faisaient du minage et d'autres qui voulaient les revendre sur Amazon ou sur eBay en prenant 30, 40, 50% de commission. Ce qui fait qu'il y a une pénurie en cartes graphiques, en GPU, mondialement. Et ça, je le vois moi ici, parce que j'ai mis à jour mon PC au mois de décembre, et la carte graphique que j'ai achetée aujourd'hui coûte le double. La même. Elle coûte le double, mais elle est plus disponible. Et donc, oui, une carte graphique aujourd'hui, à son prix normal et au taux actuel en crypto-monnaie, est rentabilisée en 5 à 6 mois. Un peu plus maintenant, donc il n'y a plus de GPU. Et Nvidia a sorti des GPU pour portable, et les premiers portables avec GPU en génération GeForce RTX 3000 sont sortis sur le marché récemment, dont Asus qui en a sorti, et ils ont été pris d'assaut parce que ils sont rentables pour miner de la crypto-monnaie. Et en effet, il y a des salles entières apparemment en Chine. Certains, en effet, posent la question si c'est réel ou si ce sont des PC portables d'entreprises qui sont utilisés pour miner. Mais bon, moi, ayant été fait mes petits tours ici et étant assez proche de la Chine, j'ai vu un laptop de génération RTX 3000 qui coûte un prix exorbitant. C'est tout à fait plausible au taux actuel de minage que les mineurs se rabattent sur les laptops pour miner la crypto. Il va leur falloir du temps pour les rentabiliser, plus la consommation de ces machins-là, parce que ça consomme quand même. Voilà, c'est de l'énergie. Un portable, alors je vais pas dire que ça consomme plus qu'une tour ou qu'un PC ou autre, mais ça consomme quand même. Il y a un écran. Ça consomme beaucoup moins. Voilà. Oui, mais bon, ça consomme. Et puis ça consomme beaucoup moins.
parce que moi, je le fais sur mon portable. Ouais. Un portable que j'ai acheté il y a quelques mois qui n'a pas une carte graphique toute récente. C'est un portable qui coûte 800 €, quelque chose comme ça. Au taux actuel de minage, en factorisant le coût électrique, je rentabilise mon portable en 7 mois. D'accord. Le portable, je l'ai de toute façon. Ça veut dire que si ça continue au taux actuel, dans 7 mois, le portable s'est remboursé de lui-même. Ok. Donc, bon, investir, c'est une chose parce que si ça tombe demain, la rentabilité va diminuer par un facteur 10 et le revenu va être inférieur au coût électrique. Donc là, c'est de la perte. Mais par contre, pour quelqu'un qui a le matériel qui dort chez lui, tant qu'il y a moyen de faire un profit, c'est pas perdu. Ça se discute, j'ai presque envie de dire. Je sais pas si Picaboo est du genre à miner... Il doit y avoir une contrepétrie à faire avec à miner dans la pièce du fond ou un truc du genre. Je sais pas. Pas du tout. Hein, non, moi non plus. Je suis pas très tenté. Ou alors à mon corps défendant. Donc voilà. Oui. Dis-moi. Non, j'ai décidé de pas miner l'esprit avec ce genre de choses. C'est une façon de faire aussi. Je sais pas si parmi les gens qui nous écoutent, si vous nous écoutez et que vous minez, dites-le nous, que ce soit dans le chat en direct ou en commentaire sur cette vidéo ou sur notre blog lestechno.be. Dites-nous si vous minez beaucoup et avec quoi. Avec quoi surtout, c'est ça qui est intéressant, je pense. Parce que voilà, c'est le principe. Hein. Donc, ok, bon, on verra bien ce que ça rend. Ceci étant dit, je connais une pelletée de gamers qui attendent des RTX. Et de vidéastes aussi par ailleurs, parce que ce sont des cartes aussi très intéressantes pour faire du rendu vidéo, hein, par exemple, de la 3D, etc. Donc je pense que ce serait bien de lâcher un petit peu quelques cartes pour ceux qui font autre chose que du minage, si j'ose dire. Est-ce qu'on a fini sur ce sujet, David? Parce que je sais que David, lui, il y a toujours un petit laps de temps, il fait... Et puis après, ça enclenche. Ok. C'est de nouveau, mais comme chargeur unique. J'avais presque envie de dire chargeur universel, mais il me semble qu'on avait déjà parlé d'un chargeur universel, mais dans un autre niveau, il y a plus longtemps. Donc ici, on parle d'un chargeur unique. On parle bien sûr d'un chargeur pour nos devices mobiles, hein, pour les smartphones, les tablettes, etc. C'était dans les papiers de l'Europe depuis pas mal de temps. Et là, apparemment, ça semble aboutir, Picaboo. Ouais. Il y a eu un texte, le texte a été voté par plus de 500 voix contre 40, pardon. C'est un texte en fait qui avait été présenté en mars 2018, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est ça, d'après la proposition d'origine. Oui, c'est ça. En mars 2018, et qui proposait justement pour des questions entre autres écologiques, mais aussi d'économie de chacun de nous, de limiter, de réduire le système de charge de nos petits et moyens appareils, donc ceux qu'on transporte dans la poche, dans le sac, etc. Donc ça concerne aussi bien les téléphones d'ailleurs que les appareils photo, que ce genre de matériel, de limiter à un seul type de chargeur. Il faut bien s'entendre sur le nom chargeur, c'est-à-dire c'est aussi le câble qui va au bout. Oui. C'est pas uniquement le petit bitonio que vous branchez dans la prise, c'est aussi le câble qui va au bout et la prise qui se branche sur votre bidule qui est dans votre poche. Et là, aujourd'hui, la Commission européenne a dit, c'est acté, on va retenir un seul type de chargeur. Pour le moment, je suppose, parce que ça n'est pas dit dans l'article, mais qu'on se dirige vers de l'USB-C. Aux grandes dames, je pense, d'une certaine pomme qui, elle, a été partie sur du Lightning et qui a fait un a poussé dans l'autre sens, on va dire. Voilà. C'est ça, gros lobbying, je pense pas mal de lobbying dans l'autre sens pour dire c'est pas normal et nous on a fait des efforts, etc. Donc, bon, aujourd'hui. La petite news, c'est pas une grosse news, il n'y a pas plus qu'à dire ce que ça dessus, c'est qu'a priori, donc la Commission européenne a validé le fait qu'il y aura bien un seul type de chargeur en Europe, a priori de l'USB-C. Voilà. Ok.
D'accord. Ce qui justifierait aussi le fait qu'à un moment donné, on arrête de nous livrer un nouveau chargeur chaque fois qu'on achète un smartphone. Ceci dit, moi, j'achète pas des smartphones tous les jours non plus, hein, donc le chargeur, il peut venir bien à point. Mais c'est vrai que quand on voit des fois les tiroirs chez certaines personnes, de gens qui consomment beaucoup de smartphones, ça fait beaucoup de chargeurs, chaque fois différents, qui dorment voilà, ça fait beaucoup de trucs fabriqués, ça fait beaucoup de trucs à recycler, ça fait beaucoup de pollution. En gros, hein, c'est ça. Mais il y a pas que les téléphones, hein, c'est les appareils photo, c'est les souris d'ordinateur, c'est les ordinateurs eux-mêmes, c'est les portables. Enfin, il y a plein d'appareils qui sont chargés avec des chargeurs. Donc, effectivement, ça fait énormément d'appareils. Par contre, la petite réflexion qu'on peut se faire, c'est à un moment donné, j'ai besoin de charger mon appareil photo et mon téléphone. Si j'ai qu'un seul chargeur, comment fais-je ? D'accord. On est d'accord, mais ça, je pense que c'est à chacun à investir dans le nombre de chargeurs dont il a réellement besoin pour son usage personnel. C'est pas le cas de monsieur ou madame tout le monde, peut-être. Et donc, voilà. Moi, je trouve ça plutôt... au début, j'étais très réticent parce que je me dis, on achète quelque chose, on voudrait l'utiliser tout de suite. Et si on n'a pas de chargeur, comment qu'on fait ? Manifestement, si, on a ce qu'il faut. Et puis, à un moment donné, on finit par se débrouiller. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est le fait de se mettre d'accord aussi sur un standard au niveau de la connectique. Et que bon, il faudra du temps, mais que tout le monde se mette d'accord là-dessus, ça, ce serait plutôt pas mal aussi. Comme ça permet effectivement de ne pas devoir chercher pendant 10 heures dans la caisse pour trouver le bon connecteur avec la bonne connectique, etc. Donc, il y a de ça aussi. Je sais pas ce qu'en pense David, gros consommateur d'appareils électroniques, donc de chargeurs. L'USB-C était déjà devenu un peu de facto le standard de chargement. Donc ce que le Parlement européen a voté, c'est en quelque sorte ce qui se passe déjà en réalité, et l'Europe n'est qu'une partie du monde. Donc ils ne peuvent pas décider d'un standard si les États-Unis, l'Asie, parce que on ne peut pas non plus avoir des chargeurs différents en Europe, d'ailleurs dans le monde. Par contre, problématique... Je pense qu'ils sont capables de faire levier, hein, très honnêtement, par rapport aux fabricants, etc. Ils ont quand même, ils ont leur mot à dire, on va dire, par rapport à ce qui est mis sur le problème, c'est qu'il y a déjà tellement d'appareils dans le commerce aujourd'hui qui utilisent l'USB-C, donc ça va dans leur sens, que s'ils avaient décidé une autre connectique, ça serait un peu difficile pour les gens qui ont un autre appareil, ou alors ils doivent acheter un nouvel appareil. Oui, mais ça aurait pu. Mais par contre, connaissant ça ne solutionne pas tous les problèmes, parce qu'en fait, même en USB-C, tous les chargeurs ne sont pas les mêmes. Il y a des chargeurs qui permettent de charger à 18 watts, d'autres à 27, alors, 36. Les chargeurs de laptop peuvent aller jusqu'à 100 watts. Donc, oui, ok. De l'ampérage. Un chargeur 18 watts va fonctionner pour charger un laptop s'il n'est pas allumé, mais si c'est un laptop qui a besoin de 100 watts normalement, la batterie va mettre 5 fois plus de temps à charger. Oui, c'est ça. Le petit chargeur en ampères, hein, comme on a souvent avec les téléphones portables. Hein, en général, c'est des chargeurs en ampères, 5 volts. Ça fait la blague, hein, ça charge correctement, machin, etc. Vous n'allez pas recharger votre ordinateur portable avec ce modèle-là. Ça me semble assez compromis, ou alors vous allez devoir avoir beaucoup de patience et ne pas miner des bitcoins en même temps. Surtout pas. Donc voilà, tout ça a besoin de se normaliser à un moment donné. Il faut en tant que technophile, on ne peut qu'être d'accord, je pense, sur cette question-là, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'errances différentes. Je vais prendre un bête exemple qui est un problème de consommation aujourd'hui courante, c'est simplement les modèles de prises électriques qui sont différentes que vous viviez aux États-Unis, en Europe, en Grande-Bretagne, en Asie. Je ne sais pas quel type de connecteur. Je parle juste de la prise électrique murale. Hein, voilà. J'imagine qu'elles sont différentes aussi en Asie, si je ne dis pas de bêtises. Hein, En fait, ici, c'est assez intéressant. Les prises, de manière standard, sont des prises style américain, en 220 volts, par contre, comme en Europe, 50 Hz. Mais par contre, quasiment toutes les prises qu'on a ici en Thaïlande, tous les multiprises, sont des multiprises et des prises multistandards. Ça veut dire que je peux brancher dedans une prise européenne, une prise américaine, une prise australienne, et même les grosses prises anglaises.
D'accord, on comprend pourquoi le tourisme est une des sources de revenus importantes de la Thaïlande. Ils ont compris aussi qu'il fallait être accueillant avec les prises de courant. Mais voilà, donc tout ça pour dire que là aussi, moi ça m'énerve de temps en temps, j'achète du matériel audiovisuel par exemple, et dans la boîte je retrouve 2 connecteurs. Si vous vivez en Angleterre, il y a celui-là. Si vous vivez aux États-Unis, il y a celui-là. Et puis celui-là pour l'Europe, machin. C'est complètement crétin parce qu'il y a la moitié des trucs qui partent à la poubelle sans avoir été utilisés, sans être utilisés. C'est une dépense complètement inutile. Les disques durs externes, j'ai pas mal de disques durs externes ici. Chacun des disques durs est fourni avec 3 ou 4 adaptateurs de prise, alors qu'en fait, moi ici en Thaïlande, je peux utiliser n'importe lequel, ils sont tous valides. Et en fait, il y en a 3 sur 4 qui vont à la poubelle, et c'est du gaspillage. C'est complètement idiot. Voilà, on fait là un peu la chasse au gaspillage, vous me direz, mais à un moment donné, ça va bien. Faut pas exagérer, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Picaboo. Moi, je pense il faut pas dépenser. Mais moi, je suis en colère contre Apple, par exemple, qui est encore en train de nous fournir des appareils qui sont d'un côté avec de l'USB-C, de l'autre côté avec du Lightning, ce qui fait que moi, je me retrouve avec des câbles. Alors, je parle même pas les vieux câbles ont été abandonnés, mais je parle même pas des câbles maintenant qui sortent, qui sont des technologies qui sont une perte d'énergie monstrueuse, qui sont des technologies sans fil, avec le MagSafe et compagnie. C'est catastrophique en termes d'écologie et de rendement. Ça fait chauffer les batteries, ça les bousille d'ailleurs, entre parenthèses, faut le savoir. Donc je comprends pas d'ailleurs qu'Apple soit encore en train de se poser la question de savoir si le Lightning est intéressant ou pas. Il faut virer ce truc-là. Je pense que Apple, pour ce coup-là, sur le MagSafe, est malheureusement parti sur une mauvaise pente en suivant la mode du sans fil. Ils n'ont pas l'habitude de faire ça. D'habitude, ils arrivent sur des technologies qui sont abouties et que eux mettent à leur sauce en les améliorant et en apportant leurs pattes. Là, sur ce coup-là, pour ce que j'en ai vu, c'est pas une franche réussite. Et ils avaient déjà planté le truc avec le Lightning. Donc, Oui, bien sûr. Et non, ils font pas toujours les choix les plus judicieux, même si on peut regretter que sur les nouveaux ordinateurs portables Apple, il y ait plus ce fameux connecteur magnétique là qui fonctionne vraiment bien. Le MagSafe aussi. Le MagSafe, qui s'appelle aussi MagSafe, d'où la méprise. Mais ça, c'était un truc intelligent parce que qui ne s'est pas pris les pieds dans son câble de chargeur. Bien sûr. Et là, on casse jamais rien. Ou alors vraiment, il faut que le câble soit très usé pour le casser. Donc ça, c'était un truc qu'on est tous en train de regretter amèrement, à tel point qu'il y en a qui ont fait des petits accessoires justement pour téléphone portable, qui convertissent ça en truc magnétique qui ressemble un petit peu au MagSafe. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas simple, hein, trouver une norme qui convienne à tout le monde et qui soit la plus, j'allais dire, écologique ou éthique ou simplement logique, en fait. Ça regroupe l'ensemble dans ce genre de domaine. Voilà, c'est affaire à suivre, hein, comme on dit dans ces cas-là, à moins que David ait quelque chose à rajouter. Je le sens réfléchir. Non ? Non, ah non, ok. Allez, on va encore parler impression 3D. Bah oui, c'est leur marotte, donc forcément. Impression 3D. Alors là, ça m'a impressionné. J'étais à regarder la source juste avant qu'on enregistre Picaboo. C'est une nouvelle méthode d'impression 3D qui peut-être révolutionner le principe. Oui, alors on va quand même mettre tous les guillemets nécessaires. Hein. Pour l'instant, c'est une phase d'étude, de test, de recherche. Mais effectivement, il y a une entreprise. Alors, je crois que c'est coréenne, me semble-t-il. Me semble, oui, je crois. Le chercheur en question, le chef de l'équipe, s'appelle Cheng Sun. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, excusez-moi si je prononce mal. Ils ont développé une technologie, alors qui est en fait une dérivation de la technologie DLP-SLA. Alors, pour expliquer rapidement, il y a d'un côté tout ce qui est filament, dépôt de filaments fondus, etc. Ça, c'est du FDM. Et on a de l'autre côté, pour l'instant, qui est en train de se développer fortement et qui est en train d'arriver assez rapidement chez Monsieur Tout le Monde, parce que c'est pas cher, une technologie de polymérisation grâce à des écrans haute définition. Donc en fait on a un bac de résine sous lequel on a un écran. L'écran affiche plus ou moins des pixels. Les pixels éteints ne sont pas polymérisés. Les pixels allumés sont polymérisés. Et on fait ça couche par couche. Et il y a une start-up qui avait proposé d'ailleurs un petit système qui fonctionne avec le smartphone.
Oui, c'est ça. Et donc c'était l'un des premiers. C'était un des premiers qui se mettait sur le smartphone. Alors, il fallait pas avoir peur de dézinguer son smartphone pour le coup. Et au métier de la résine. Et puis ce truc imprimait pendant toute la nuit. Il imprimait un petit objet de manière un peu grossière, mais l'idée était là, quoi, déjà. C'est ça. Ouais. Et alors, évidemment, il y a 2 ou 3 problèmes avec les impressions 3D, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre, donc en filament ou en résine. C'est d'une part le temps d'impression, qui sont toujours très longs, clairement, et d'autre part, quelque chose qu'on peut difficilement éviter dans certaines fabrications, dans certains objets, ce sont les supports, qui fatalement utilisent beaucoup de matériaux qui est perdu au final. Et donc ce petit groupe de chercheurs a développé une technologie basée donc sur le DLP, donc un écran qui va flasher la résine et la faire polymériser, et en mettant au-dessus un plateau qui, au lieu d'être fixe sur un axe Z, donc vertical, qui va monter et descendre au fur et à mesure de la polymérisation, est en fait un bras robotisé articulé, qui va bouger dans toutes les directions et qui va permettre de polymériser les couches dans le sens qu'il faut pour éviter d'avoir les éventuels supports pour soutenir ces impressions. En plus de ça, derrière, ils ont amélioré le système DLP pour que cette impression se fasse à une vitesse de la lumière, c'est le cas de le dire. Ils ont donc poussé le bouchon en termes de vitesse, ils expliquent qu'en fait, ils sont arrivés à imprimer 4000 couches en 2 minutes. Alors, pour vous donner une idée, 4000 couches aujourd'hui, moi j'ai une imprimante résine aujourd'hui, si je voulais imprimer 4000 couches, je pense qu'il me faudrait dans les 12 heures. Voilà. Oui. Ça donne une petite idée versus 12 heures. Voilà. C'est quelque chose. Voilà. Donc l'avantage évidemment, c'est qu'on sort un produit qui à l'arrivée a des formes bizarres, donc ils font voir une forme de Tour Eiffel totalement perturbée, etc. Ouais. Elle a l'avantage, cette Tour Eiffel, c'est qu'elle est très détaillée, mais qu'elle n'a pas de support. Donc effectivement, quand vous sortez l'objet, vous le nettoyez et il est propre. Il est nickel, il n'y a rien à y toucher. Voilà. Et en 2 minutes, c'est juste colossal. Industriellement parlant, ça a un intérêt assez intéressant, assez colossal. Petite cerise sur le gâteau. Il est dit à la fin de l'article que alors ils se sont pas étendus sur les détails, visiblement ils gardent ça pour eux encore, que a priori ils pourraient aussi mélanger des résines, c'est-à-dire que cette technologie permettrait avec différents types de résines, donc ça pourrait être des résines flexibles ou des résines dures ou des résines transparentes ou de couleur, de mélanger ces résines au fur et à mesure de l'impression. Ce qui veut dire que, alors on n'a pas vu ce qu'ils ont imprimé, mais ils expliquent avoir fabriqué une pince avec différents types de matériaux, et cette pince est donc fonctionnelle, telle qu'elle est, avec une partie, a priori une partie du manche qui est un peu agrippante, vous voyez, avec un espèce de grippe un peu sympathique, et puis la pince, elle en elle-même, est un peu fabriquée avec autre chose. Voilà, c'est un peu la technologie, peut-être, du futur. À voir. Oui. On verra. En plus, en résine, on peut faire. C'est très résistant. Hein. Il y a moyen de faire des trucs hyper résistants. Des dents, par exemple. Ouais. Si c'est bien conçu, c'est résistant. Voilà. Si c'est bien conçu, c'est résistant. Et enfin, ça dépend aussi du type de résine, puisque tu le disais, il y a différents types. Ça fait un peu rêver quand même, David. Hein, je le vois. Il a les yeux qui s'écarquillent quand il voit la Tour Eiffel tordue. Il se dit, je ferais bien les trucs tordus moi aussi. Non, je suis juste curieux de voir l'aboutissement de ce projet, parce que techniquement, je suis un peu perplexe. 4000 couches en 2 minutes, connaissant l'impression 3D, connaissant les différentes problématiques, je suis curieux de le voir. Voilà. Oui, c'est ça. C'est de la curiosité parce que on n'est pas 2 fois plus rapide, on n'est pas 10 fois plus rapide, on parle d'un facteur 50 énorme. Quasiment. Donc ça fait un gros saut. En plus, un bras articulé sur 6 axes. Techniquement, il y a quand même des mouvements à faire, il y a quand même une inertie de la structure qui est supportée en cours d'impression. Donc, on ne peut pas aller trop vite non plus on peut pas défier les lois de la gravité. Donc, je suis curieux. Voilà. Un rapide calcul me fait dire que c'est même un facteur 300 si je tiens compte de l'impression multicouche de Picaboo en 12 heures versus les 2 minutes. On est plus proche du facteur 300, ce qui est énorme. Voilà. C'est impressionnant. On ne demande qu'à voir, hein, une fois de plus. On reste un petit peu...
Voilà, en arrêt devant la chose, gardons un œil ouvert là-dessus et restons à l'écoute parce que ça vaut vraiment le coup de voir, même si ça ne répondait qu'à la moitié de ce qu'ils promettent, ce serait déjà merveilleux. Donc voilà, affaire à suivre. Même le dixième. Par contre, celui qui écrit le driver d'imprimante pour ce machin-là, il faut, parce que là on est quand même on sort des 3 dimensions quoi. Hein, ça devient vraiment tordu quoi. Donc à suivre, c'est vraiment intéressant et évidemment on vous a mis le lien vers l'article hein, comme toujours dans la description de cet épisode. On arrive à la lettre I comme Internet. Voilà. On va parler d'Internet. Cette invention, révolutionnaire. Donc, on va parler plus spécifiquement de Starlink, David, parce que tu as des choses à dire sur Starlink. C'est vrai qu'il y a eu un lancé il n'y a pas tellement longtemps hein, d'une nouvelle nuée de satellites Starlink. Oui, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, justement. Ouais. Et il y a eu une nouvelle cette semaine, c'est que Starlink a maintenant lancé les précommandes pour le service Internet qui avait déjà été fourni en version bêta à peu près 10 000 utilisateurs et certains chroniqueurs sur YouTube ont déjà pu mettre la main dessus et tester le service. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1000 satellites qui sont déjà en orbite sur les 6000 qui étaient prévus sur le projet et la couverture est déjà quasiment mondiale. Alors, en pratique, on peut s'attendre les tests qui sont déjà faits aujourd'hui, on parle de 120 à 130 mégabits en download et 20 à 30 mégabits en upload pour un temps de latence quand on est dans une zone géographique relativement proche de l'ordre d'une trentaine de millisecondes. Ce qui est très bien, très utilisable et qui va permettre de fournir Internet surtout à des zones qui sont retirées et des îles. C'est l'équivalent d'une ADSL belge. C'est l'équivalent d'une ADSL belge, plus ou moins, en termes de bande passante, montante et descendante, ce qui fait que ça, oui, on peut utiliser ça, quoi. On peut en avoir l'usage. C'est pas 3 petites informations qui passent toutes les 10 secondes, quoi. C'est de l'Internet. C'est plus rapide que la DSL, dans le sens que la DSL est quand même, en Belgique, je pense, on est dans les 7-8 mégabits en upload. Ça dépend en débit montant. En montant, moi je suis à 20 en ADSL, enfin en VDSL en l'occurrence. Yeah. Je suis à 20 en montée et je sais plus combien en descente, mais voilà. Et il y a moyen d'un petit peu progresser aussi. Je pense que le maximum qu'on fait en VDSL+, c'est du 30 mégabits, mais j'ai peur de dire des bêtises. En voie montante, hein, je veux dire. Mais par contre, Starlink propose de monter jusqu'à 10 gigabits à terme. Ce qui est... Ouais. Malgré que, bon, voilà, ça peut énerver des gens comme les astronomes, par exemple, hein, qui ne voient plus le ciel à cause des nuées de satellites qui inondent le ciel de lumière. Il y a une pollution, malgré tout, une pollution lumineuse. Et ça, ça peut être embêtant parce qu'il n'y a pas que Starlink hein, qui est dans les starting blocks pour ce genre d'application satellitaire. Donc, ça risque d'énerver pas mal de gens pendant pas mal de temps aussi, je pense. Même si... Ils devront faire le deuil, je pense. Ouais, je pense que parce qu'effectivement il y a l'aspect commercial et puis il y a l'aspect également, tu le disais, toutes ces zones blanches dans le monde qui n'ont pas accès à Internet. C'est intéressant de ce côté-là aussi. Qu'en pense Picaboo ? Le prix. Moi, c'est la question. Moi, c'est le prix. Ça coûte quoi, Monsieur Tesla ? Enfin, Monsieur Tesla. Monsieur Tesla, oui, quelque part. Monsieur Starlink. $99 de service. Ouais. $99 par mois, ce qui fait, on va dire, pour être simple, 99 €. Enfin, oui. Parce qu'en général, ils vendent ce qui coûte $100 est souvent vendu en Europe 100 €. Par contre, il y a un coût de matériel d'investissement de départ qui est de $500. Donc, on va dire 500 € de prix d'investissement au départ et puis 100 € par mois. Maintenant, pour quelqu'un qui habite dans un coin vraiment retiré où il n'a accès à rien d'autre, et où on lui propose éventuellement des liens en micro-ondes à vitesse très réduite et très chère, c'est très intéressant. C'est un prix très intéressant. Oui, ou pour les entreprises. Oui, ou pour les professionnels.
Pour des professionnels, oui. Pour des gens qui effectivement n'ont pas accès normalement. Enfin, c'est le seul accès qu'ils ont. Ça reste quand même raisonnable. Je pense à des îles, par exemple, dans certains pays ou dans certains archipels où c'est quasiment impossible d'avoir Internet parce que voilà, c'est trop fragmenté. Là, en l'occurrence, ça pourrait arroser ces endroits-là et ils auraient accès. Alors après, ils peuvent mutualiser l'accès. Avec une telle bande passante, ils sont pas obligés de prendre 30 abonnements. Ils peuvent en prendre un et se le partager. Voilà. Faut être malin aussi, un petit peu. Il faut calculer, quoi. Voilà. Mais je suis déjà en train de détourner le projet. On salue Xavier qui nous a rejoint sur le chat par la même occasion, comme ça c'est fait. Ok, c'est bien de parler de cet aspect-là aussi, parce que souvent quand on parle de Starlink, effectivement on parle des satellites, on parle du modèle, etc., et de l'idée qu'il y a derrière. Ici on voit que ça commence à arriver chez les gens, donc voilà, on a du concret, quoi. C'est du concret, c'est vrai, on nous le dit, pour le particulier c'est encore cher, mais voilà, ça ne tend qu'à se démocratiser. J'imagine que dès le moment où il y aura une petite concurrence, ça pourrait se démocratiser. En tout cas, c'est à souhaiter. On passe à la suite. La suite, c'est quoi? J'ai perdu le fil. On est à la lettre P, comme photovoltaïque, voilà. De la production électrique transparente. Rien qu'en disant ça, il me semble que j'ai une petite idée de quoi il s'agit, mais tu vas nous l'expliquer, me semble-t-il, Picaboo. Aujourd'hui, on a des panneaux photovoltaïques qui sont bien connus. Après, il y en a différentes sortes, différentes qualités, etc. Bon, ouais. Ça on va pas refaire l'histoire là-dessus. Par contre, on a du mal à les intégrer un peu dans le monde moderne, on va dire. En particulier au niveau esthétique, c'est pas génial. Il y a des chercheurs qui ont trouvé le moyen de fabriquer un matériau qui fabrique de l'électricité et qui reste totalement transparent, d'ailleurs aussi transparent que du verre. Et c'est quelque chose qui, alors, panneaux photovoltaïques de base, ils ont un rendement de 15 à 20%, en gros. C'est ce qu'il dit dans l'article. Il faut se remettre dans le contexte qu'avec 15 ou 20%, malheureusement, vous n'en mettez pas partout. C'est-à-dire, vous n'en mettez pas sur vos façades, vous en mettez sur le toit, mais quand vous pouvez, quand on vous y autorise. Si vous avez un champ et que vous voulez faire une ferme de photovoltaïque, vous pouvez le faire, mais il faut demander une autorisation. C'est pas non plus très esthétique. Ouais. Leur solution à eux, c'est un matériau transparent qui, potentiellement, pourrait devenir votre vitrage. La vitrage de votre voiture, les vitrages de votre maison, de votre smartphone, à peu près tout ce qu'il y a d'un élément transparent dessus et qui pourrait devenir photovoltaïque. Par contre, il faut bien le savoir, la compensation, c'est que, étant donné que c'est transparent, ça ne récupère pas autant de lumière et le rendement est beaucoup plus bas. Et quand on dit beaucoup plus bas, c'est-à-dire 2% de rendement. Ouf, oui. 2% de rendement par rapport à 15 ou 20%, il faudrait que donc multiplier par 10, par 10 au moins, la quantité et la surface pour arriver à la même capacité de production électrique que les panneaux photovoltaïques aujourd'hui. Cependant, gros avantage, c'est que cette solution est beaucoup plus écologique. Donc elle est basée sur, alors je vais lire parce que je suis pas du tout dans le domaine. Elle est constituée du dioxyde de titane. Dioxyde de titane qui est visiblement très abondant sur Terre, voilà, contrairement aux matériaux utilisés pour les photovoltaïques habituels, et qui est également donc très facile à renouveler, enfin à réutiliser ou à remettre dans la boucle. Et l'oxyde de nickel qui est l'adjuvant qui rend transparent donc ce mélange. Voilà, et qui dans les deux cas, ces deux produits sont relativement écologiques, contrairement aux panneaux solaires qui demandent beaucoup d'énergie en fabrication. Et là aussi, la fabrication demande beaucoup moins d'énergie puisque la chaleur nécessaire pour fabriquer ce matériau est assez basse. Voilà. C'est ça. Donc peu de rendement, mais un coût potentiellement assez bas. Et une implantation, on va dire dans le monde moderne, enfin dans le monde tout court d'ailleurs, beaucoup plus simple et esthétique, on va dire. Oui. À voir si ça peut être intéressant.
Alors, effectivement, c'est un calcul à faire entre le coût de fabrication et le rendement. Peut-être qu'à défaut de rendement, son coût de fabrication ou cette possibilité de recyclage plus facile, ça peut avoir un intérêt. Ceci étant dit, quand on parle d'intégration des panneaux solaires dans nos villes, dans nos campagnes, etc., j'en reviens 2 secondes à notre ami Elon, qui n'est pas en reste sur ce genre de choses et qui propose quand même des panneaux solaires sous forme de tuiles pour mettre sur les toits et qui sont tout à fait esthétiques et qui peuvent rentrer complètement dans le décor sans que ce soit choquant. Et par ailleurs, me semble-t-il, il existe également des vitres, mais c'est avec un système de films qui sont posés sur les vitrages et qui sont également, qui font aussi office de cellules photovoltaïques. Ouais, mais c'est pas transparent du tout, quoi. Mais c'est moyennement transparent, c'est-à-dire que c'est translucide, quoi. On va dire, voilà. Mais sur certains immeubles, des tours et des trucs comme ça peut tout à fait faire la blague. D'ailleurs, ça le fait. Et là, il y a d'énormes surfaces vitrées qui sont exploitables. Et donc là, le rendement, même s'il est faible, on se dit, quand tu as une tour de 30 étages exposée plein sud, si tu n'as que 2% de rendement, tu t'en fous un peu. Tu te dis, de toute façon, ce sera toujours beaucoup plus que ce qu'il y avait avant. Voilà. Et si le prix est suffisamment bas, c'est parfaitement rentable. Ça peut être parfaitement rentable. Oui, il faut rentabiliser le coût d'installation, etc. Mais de nouveau, comme c'est un film où ici c'est fabriqué à la base, en termes de montage, il n'y a pas grand-chose en plus que le montage d'un carreau dans un châssis, quoi, d'une vitre. Donc, voilà. Qu'en pense David? Je le sens aussi dubitatif sur cette question-là. Non, c'est très intéressant et je pensais justement au gratte-ciel, à tous ces immeubles qui ont beaucoup de vitres et dont il y a aussi une problématique, c'est que ça fait effet de serre. Donc si on peut avoir des vitres qui bloquent une partie de la lumière et des infrarouges et les convertir en électricité, même si ce n'est que 1 ou 2% de rendement, ça peut aussi avoir un effet de limiter la chaleur qui rentre dans le bâtiment et économiser en climatisation. On voit ça sur les tours, souvent les architectures de tours dans des pays chauds, je pense en Arabie et des trucs comme ça, où effectivement ils doivent traiter, c'est ça le paradoxe, traiter le vitrage justement parce que plein sud, ça devient une fournaise à l'intérieur, donc le vitrage est traité pour bloquer les UV et garantir une température vivable à l'intérieur. Tu transfères ce coût-là vers le coût d'installation du panneau photovoltaïque intégré et t'es gagnant de tous les côtés. Donc c'est vers ce genre de solution à mon sens où il faut investir là-dedans, quoi. Clairement, il faut investir. N'allez pas commencer à acheter des actions chez nos amis coréens. D'autant plus qu'ils ne sont pas les seuls dans la boucle. Xavier me fait remarquer, justement, en aparté, qu'il avait déjà parlé d'un procédé similaire, en tout cas, mais c'était pas des Coréens, dit-il. Maintenant, il faut voir la rentabilité réelle, le coût de fabrication de ces vitres, le taux de conversion réel, parce que on a vu certains projets d'autoroutes solaires et de choses comme ça qui finalement avaient le centième de ce qu'ils avaient annoncé et qui en fait c'est des gouffres à argent et tout à fait anti-écologique, alors que ça se voulait écologique. Donc il faut voir les premiers tests, les premiers essais réels, et c'est en fonction des résultats qu'on pourra juger si c'est intéressant ou pas. La durabilité, comme on nous le fait remarquer également sur le chat, c'est vrai, tout ça, ça reste à explorer, à définir, parce que effectivement, si un an après ils sont foutus, là, par contre, c'est une perte sèche, quoi. Ça sert à rien. Et en plus, il faut peut-être remplacer tout le vitrage. S'il y a des défauts dans la vitre de votre bureau, vous serez pas content, quoi. Non, faut engager 3 gamins avec un ballon de foot et puis ça va le faire. C'est ça. Donc, mais voilà, il faut exploiter ces surfaces-là aussi quand il s'agit de faire du solaire. Je pense qu'effectivement, il y a de la surface, ça existe, mais il faut aussi éliminer les contraintes un peu régionales. Quand je parlais des tuiles, par exemple, ça c'est un truc malin parce que c'est vrai qu'au niveau régional, quand vous allez construire votre maison, rénover votre maison dans votre quartier, vous pouvez pas faire n'importe quoi sur votre toit. Il faut répondre à un cahier des charges qui est lié aux desiderata locaux.
pour ne pas casser le paysage, etc., etc. Donc c'est des choses dont il faut tenir compte aussi. En Belgique, par exemple, j'ai appris il n'y a pas tellement longtemps que si vous voulez poser des panneaux solaires au niveau du sol, il vous faut un permis de bâtir, parce que vous faites une construction fixe. Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais donc, alors que sur le toit, ça ne pose pas de problème. Sur le toit, moi, je suis dans le domaine, je construis des immeubles, des hôpitaux, voilà, donc je connais le sujet, et c'est une problématique récurrente, c'est-à-dire qu'on veut être écolo, on veut être durable, on veut des énergies qui soient... Mais à côté de ça, on a des contraintes, alors économiques c'est une chose, mais on a des contraintes législatives et architecturales qui font que on est très 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 limité dans les possibilités d'intégration de ce genre de matériel. Ouais. À Bordeaux par exemple, on est dans une ville qui est protégée, UNESCO et tout ce qu'on veut, voilà. Donc aller mettre des panneaux solaires sur le toit, je vous souhaite bien du courage, voilà, déjà pour commencer, et puis ensuite on en reparle, voilà. Et alors les tuiles de Monsieur Elon Musk, elles sont pas au goût de Monsieur l'architecte des bâtiments de France, vous voyez. Pas toujours, voilà. Non, pas toujours. Ouais, c'est ça. Elles ont pas la bonne forme. Elles ont peut-être pas nécessairement la bonne forme en fonction de la région, parce que voilà, ce qui fait que ça nous fait des jolis villages et de jolies villes, hein, il faut le reconnaître aussi. Il faut pas tout défigurer non plus. T'imagines si demain tu viens sur la grande place de Bruxelles mettre des panneaux solaires sur les toits des maisons, ça ne va pas le faire. Ce ne sera plus la plus belle place du monde. Du coup, ce sera voilà. Donc il faut quand même se méfier aussi de ce genre de choses-là, effectivement. Mais bon, il faut jouer avec ces contraintes, et il faut aussi que les gens qui fabriquent ces outils jouent avec les contraintes et comprennent ces contraintes et s'adaptent aux contraintes. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur la question. Je vois également qu'on nous fait remarquer que s'il y a des panneaux solaires, il y a forcément des batteries. Oui, on ne va pas refaire tout le schéma d'installation électrique d'un immeuble ou d'une habitation. Effectivement, il faut stocker cette énergie à un moment donné ou la consommer directement, ce qui est encore plus rentable. Voilà, ça c'est le mieux. Donc, mais bon, évidemment, on a peut-être moins besoin d'énergie pour éclairer quand il fait plein soleil. Hein. Faut être clair là-dessus. On peut passer à la suite si vous voulez bien. Décidément, on parle beaucoup d'écologie dans cet épisode sans le vouloir vraiment. Hein. On parle ici de recyclage. Et d'un recyclage, moi ça me touche un peu parce que j'ai vu ce que ça pouvait faire comme dégâts, ce genre de truc, et on en utilise beaucoup, malheureusement, j'ai envie de dire, pour plein de raisons. Ce sont ces fameux masques chirurgicaux. Vous savez, les masques, la plupart du temps, ils sont bleus et qui sont là qui partent à la poubelle. Qui dit à la poubelle dit à un moment donné chez nos amis les poissons, et ça ne va pas du tout. Donc il va falloir en faire quelque chose. Qui nous en parle ? Je sais plus. C'est moi. Ah, ben voilà, vas-y. Exactement. Donc c'est une étude qui a été faite par une université à Melbourne en Australie, qui est en train de proposer d'utiliser ces masques qui ont servi, de les recycler pour faire des routes. Oui. Et en fait, aujourd'hui, on parle d'une utilisation journalière de 6,8 milliards de masques par jour, mondialement. Donc c'est une grosse problématique, et ces masques se retrouvent dans les décharges, se retrouvent dans les océans, comme tu disais, et ça devient une catastrophe écologique parce que ça fait une quantité incroyable de déchets. Maintenant, on peut se poser la question si utiliser des masques pour faire des routes, quel sens ça a. En fait, ce n'est qu'un petit pourcentage, c'est du style de 1%, 1% de la route, parce que les routes sont construites en général sur 4 couches différentes. Il y a des couches de remplissage, et leur étude a montré que 1% de la composition de la route composée de masques permet à la route d'être tout aussi solide, sans absolument changer rien en surface. C'est entièrement invisible pour l'usager de la route, et ça permet malgré tout de recycler 93 tonnes de masques par kilomètre de route. D'accord. À 2 voies. Est-ce que ça va donner au bitume, enfin voilà, au revêtement de l'autoroute, une propriété particulière ? Est-ce qu'il y a un avantage à le recycler de cette manière-là, les masques, ou c'est juste une question de les emprisonner dans autre chose ? C'est une question de les emprisonner d'autre chose et de le recycler
de s'en débarrasser. Voilà, sans Oui, qu'ils doivent passer, sans devoir passer par les décharges, par des incinérateurs ou se retrouver dans l'océan. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment question de les stocker en fait d'une autre manière, mais voilà, emprisonnés dans le bitume, et puis après, advienne que pourra. Bon, c'est une manière de voir les choses, et effectivement, ça, je pense pas que ça va régler tous les problèmes, mais voilà, ces masques-là, je pense, on nous dit qu'il faut pas les porter plus de 4 heures, je pense, quelque chose comme ça, donc ça veut dire que quelqu'un qui travaille, par exemple, 8 heures par jour, ben on porte 2 par jour, plus encore pendant les loisirs, si ils doivent aller, je sais pas, dans des lieux publics, etc. Donc, enfin voilà, ça fait quand même beaucoup de masques dans un matériau qui est quand même très polluant. C'est un peu embêtant. Moi, il y a un truc que j'ai vu à la télévision, c'est une bêtise, hein, vous allez me dire, vous allez Marc, il est fou, mais j'avais vu effectivement ces masques au fond de la mer, et je voyais je sais plus ce que c'était comme poisson, mais qui s'étranglait à cause des élastiques, vous voyez, qui à un moment donné, voilà. Et donc moi du coup quand je les jette, ça paraît con, hein, mais je coupe l'élastique depuis lors, comme ça au moins rien ne va s'étrangler avec. Voilà, je me voyais pas le jeter d'une autre manière. Je sais pas ce que vous en faites chez vous de vos masques. Moi c'est ce que j'en fais. Picaboo, un avis peut-être? Je me disais, enfin, je sais pas jusqu'à quel niveau ils sont biodégradables, les masques donc chirurgicaux. Ah, très peu. Très peu. Donc effectivement dans ce cas de figure, ça peut être intéressant effectivement de les intégrer à de l'enrobé, à du bitume, à ce genre de choses, ou même aux fondations qui sont sous les routes ou les autoroutes. Par contre, je me pose aussi la question de savoir quelle énergie faut-il pour le retraitement de ces masques et l'intégration dans ces routes, dans ces produits de route. Voilà. J'ai pas. Voilà, je sais pas. Ça me semble, pourquoi ne pas les mettre là plutôt qu'ailleurs, à la rigueur, pourquoi. Oui. Mais voilà. Si ça fait pas plus de mal que ça, et si la route est toujours aussi qualitative, pourquoi pas. Après, je me demande si dans le temps, est-ce que c'est pas, voilà. Enfin, il faudrait avoir un peu plus de recul, savoir si c'est si c'est quelque chose qui est réutilisable après dans le futur. Quand on démolit la route, qu'est-ce qui se passe alors, oui. Avec 1% dedans. Je pense que c'est des miettes qui traînent quelque part, quoi. Mais voilà. Ce serait dommage de les retrouver une fois de plus, mais là, dans l'estomac du poisson, par contre. D'après l'article, en fait... Oui, vas-y. Ces masses sont découpées en fines lamelles, donc des petites lamelles de 2 cm en petits morceaux. Et ils peuvent même donner une propriété à la route qui l'améliore, parce que les masques sont composés en grande partie de fibres de polypropylène. Oui, c'est ça. Et bon, justement, c'est pas super écologique, mais bon, le polypropylène n'est pas non plus le plastique le plus toxique. Mais le fait qu'ils sont découpés en fines lamelles, oui, ils n'étrangleront pas les poissons. C'est moins sa toxicité que sa durabilité. Tu vois, c'est comme les plastiques qui enserraient avant les packs de 6, comme on disait. Tu vois, il y avait un film en plastique qui tenait les canettes ensemble et qui partait. Et là aussi, c'était une hécatombe parce que ça ne se recyclait pas ou très mal et que ça partait effectivement dans les cours d'eau, donc dans la mer, etc. Et que ça reste là pendant des centaines de milliers d'années si on les laisse tranquilles. Apparemment, ici, on est à peu près sur le même type de produit, en moindre quantité, en moindre volume, mais quand même, ça en dit long. Ça veut dire qu'à un moment donné, même si t'en meurs pas d'en avaler un tout petit peu, t'en auras quand même un petit peu dans ton estomac à un moment donné, quoi. Tu vois, c'est cette démarche-là qui est un petit peu qui peut faire peur. Qui fait peur. C'est une façon, d'une certaine façon, de refabriquer ce qu'on fait avec du béton, c'est-à-dire du fibrer un peu le matériau de la route, si je comprends bien, parce qu'avec effectivement ce type de lamelles, ça peut effectivement fibrer la route et donc effectivement peut-être la renforcer. Oui, je peux comprendre un peu le principe du truc. Au pire stocker la matière, voilà, et on roule dessus tant qu'on peut, et puis au mieux peut-être donner des propriétés particulières au revêtement. Éventuellement, mais ça reste à prouver, effectivement. Donc voilà, on nous dit des trucs horribles hein, sur le chat. Il y a un chauffeur de bus, par exemple, qui nous dit 4 heures, le port du masque, c'est en théorie. Moi, je vois des gens qui ont le même depuis plusieurs mois. Oups. Voilà, et certains, nous dit Denis Voituron, nous dit certains vont même jusqu'à laver leur masque en papier. Donc voilà, c'est pas très conseillé non plus si on veut garder toutes les propriétés du masque. Et c'est la raison pour laquelle on le porte
voilà, c'est un peu bête de ce côté-là aussi. Bon, allez, on peut passer à la suite. On était à la lettre S comme smartphone. Ça, j'ai vu. Et alors là, j'ai été assez étonné du design de la chose. De ce smartphone qui s'enroule. Il n'y a pas d'autre mot. C'est Picaboo qui nous en parle. Cet écran enroulable bleu. Ouais, alors... en réalité, il est pas. Enfin, on va dire que c'est. Alors, déjà, c'est Oppo qui propose ça. Alors, je suis pas là pour faire de la pub. Ils en font suffisamment partout sur tous les youtubeurs de France et de Navarre et ailleurs, ils arrosent, et en Belgique, et voilà, ils arrosent partout. Ouais. Ils doivent avoir 1 ou 2 prototypes dans les cartons qui font manipuler à tout le monde. Ce qui, entre parenthèses, je sais pas si c'est très hygiénique, covidement parlant, mais bon, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que j'ai vu quelques vidéos du produit et j'étais assez. Ça fait l'effet buzz, ouais, ça fait l'effet waouh, comme dirait l'autre, parce que ils ont eu. Alors, c'est un prototype. Il est pour l'instant pas prévu d'être mis sur le marché. Donc on n'a pas de prix non plus, clairement. C'est le prototype consiste à avoir un smartphone de base avec un écran qui effectivement est enroulable entre guillemets, puisqu'en fait en réalité il ne s'enroule pas réellement sur un petit rouleau. Quand l'écran se resserre, la partie d'écran qui se cache passe derrière sur le fond. En fait, c'est ça. Ouais. Voilà. L'idée, c'est de passer d'un téléphone qui fait 6,7 pouces à un téléphone qui fait 7,4 pouces. 7,4 pouces. Ce qui fait qu'en réalité, quand vous le voyez, vous doublez la largeur de l'écran, réellement parlant, simplement en faisant un petit switch sur la touche du côté. L'écran s'élargit ou se rétrécit. Avec en fonction de votre commande, quoi. Enfin, si vous voulez plus ou moins, vous pouvez le faire et la position intermédiaire est possible. Vous pouvez le mettre à la dimension que vous voulez. C'est un peu le principe. C'est la grosse innovation du système qui, moi, personnellement, me convainc beaucoup plus et m'attire beaucoup plus que les fameux smartphones pliables qu'on nous a présentés depuis 1 ou 2 ans, sur lequel on se retrouve avec une grosse trace bien pliée au milieu, et sur la longueur, moi j'en ai pas acheté un, mais je l'ai pas testé, mais sur la longueur, je pense que ça doit pas s'arranger. Celui-ci, il a l'avantage d'avoir l'écran qui, effectivement, ne marque pas. Alors là, c'est assez impressionnant, et on les voit manipuler sur les vidéos. La vidéo fonctionne, l'écran se déplie, la vidéo s'adapte, même l'écran, enfin les icônes, etc. s'adaptent au fur et à mesure. Le système a été adapté pour ça, et effectivement, ça fait un effet assez impressionnant. Ouais, c'est un effet waouh, avec un appareil qui serait presque fonctionnel. Il y a des petites bricoles qui me chagrinent quand même un tout petit peu. Alors, c'est un prototype, on est d'accord. C'est quand on regarde de près, il y a les petits rails sur le côté, en haut et en bas, avec la possibilité qu'il y a des poussières qui viennent s'intégrer. Bon, il y a une petite... voilà. Ne comptez pas non plus, je pense, avoir une certification IP, je ne sais pas quoi, pour l'eau. Je pense qu'il faut pas rêver à ce niveau-là. Et puis, moi, je serais curieux de savoir quel est le toucher de l'écran. Au niveau de l'écran, ça doit pas être c'est pas la même chose qu'en verre. En verre, on avait déjà eu la même réflexion sur les téléphones pliables, sur lesquels c'est du plastique, donc c'est moins agréable à toucher. Là, c'est pareil, c'est du plastique aussi. Donc voilà. C'est un peu mou, c'est un peu souple. C'est du OLED, c'est pas du LCD. En tout cas, sur oui, c'est ça. En image, c'est bluffant. Parce qu'en plus le design est assez réussi. Même le dos, moi j'ai un peu peur de ça. Le dos est assez bien foutu. Ça a une prise en main assez bien. Enfin voilà, c'est bien pensé. Moi, je te rejoins sur l'histoire des smartphones pliants ou pliables. C'est que dès qu'il y a de la mécanique dans un truc, c'est que ça va casser. C'est comme ça. Et on s'est cassé la tête, entre guillemets, avec les écrans tactiles, à retirer un maximum de mécanique, quitte à retirer même tous les boutons. Et ici, on va en rajouter de la mécanique Alors, on passe de 6, de combien tu as dit de pouces 6,7 à 7,4. C'est 1 pouce de différence. Voilà, enfin, je veux dire, c'est pas non plus, même si c'est pas du coup. Mais en largeur, ça fait 2 fois la largeur quand même.
Oui, oui, c'est ça. C'est pas les mêmes proportions pour ça. Mais voilà, ça c'est forcément plus fragile qu'un smartphone ou une tablette tout à fait classique. Ça, il faut faire son deuil, en tout cas dans l'immédiat, j'ai l'impression, hein, d'un smartphone qui aurait cette capacité-là et qui serait tout à fait résistant, comme on peut le voir dans certains films de science-fiction où les gens vont sur Mars, tu vois. Tu vois. Mais voilà, oui. Moi, je rêve d'un téléphone comme, je sais pas si vous avez suivi la série The Expanse. Je sais pas si vous avez vu cette série. Oui, voilà. J'ai encore regardé. Moi, je veux ce téléphone-là. J'ai encore regardé l'épisode 10 de la saison, je sais plus quelle saison c'est, sur Amazon Prime hier soir. Voilà. Moi aussi, vrai mais les gens qui font des films etc. ont une imagination fertile et souvent les industriels feraient bien de s'en inspirer de temps en temps parce que ils ont souvent de bonnes idées, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est très joli et tout ce qui s'ensuit. Et on est aux antipodes de ce qu'on voit là. Tu vois, mais en même temps, ça peut aller vite. Effectivement, alors ce qui est bizarre, c'est que quand tu parles de ce genre de téléphone, alors il y a Expense, mais on a aussi vu ça dans d'autres films de science-fiction, c'est des smartphones, des téléphones transparents. Alors qu'on a toujours dit que c'est quoi l'utilité d'avoir un truc transparent. Mais quand on en voit un dans un film, on se dit « Oh, ce serait chouette !» Mais ça existe, transparent. LG l'année dernière, ou il y a 2 ans, a présenté des télévisions transparentes. En plus d'avoir présenté des télévisions dépliables, enfin enroulables. Ouais. Mais ils l'ont fait. Ça, c'était déjà au CES il y a 2 ou 3 ans, je pense, les télévisions qui s'enroulent au pied de ton lit, etc., ou dans ton meuble. Oui, tout à fait. Mais c'est sans doute la même technologie qui est utilisée ici, mais dans une autre proportion. Qu'en pense David, qui rumine dans son coin? Je ne suis pas convaincu du tout, dans le sens que je ne vois pas vraiment ce que ça va apporter au grand public. Ça va probablement coûter 2 fois plus cher, ça va probablement durer 2 fois moins longtemps, et je vois mal comment on va pouvoir mettre un écran protecteur dessus anti-griffe. Étant donné que ça se roule et ça se déroule. Donc, ça va probablement être une aubaine pour les fabricants de smartphones parce qu'ils vont pouvoir en vendre 2 fois plus. Ils vont battre un nouveau record de prix parce que pour l'instant, quand je vois les nouveaux smartphones qui sortent, on disait dans le passé qu'Apple était très cher, mais je regarde les autres marques maintenant, ils sont plus chers qu'Apple pour certains. Pour certains modèles, ils sont en train de faire la course à qui aura le smartphone le plus cher. C'est l'impression que j'ai. Aussi. Oui, tout à fait. Sans parler que je souhaite bon courage aux coques Rhino machin pour mettre une coque autour. Hein. Oui. C'est ça. Alors une question évidemment, ça c'est une question troll qui nous vient sur le chat. C'est la seule question importante. Y a-t-il une prise jack? Non, il n'y a pas. Non, mais il fournissent la mèche de 3.5 mm. Voilà, c'est ça. Ils fournissent la mèche. Il faut le forer soi-même. Il faut le forer soi-même, effectivement. Enfin voilà, ça a le mérite d'exister, c'est un prototype. Est-ce que ça sortira dans le commerce? Bon, on verra bien. Et qui l'achètera? Là aussi, on verra. Et combien de temps ça durera? Voilà, c'est pourvu qu'ils en fabriquent pas trop. Qu'on ne pollue pas plus la planète avec des déchets. Je pense plus que c'est une vitrine technologique. C'est possible. C'est possible. Une démonstration. Un peu comme le téléphone pliable de Samsung. Je l'ai vu ici dans un magasin Samsung. Il est absolument hors de prix. Je n'ai jamais vu personne qui l'avait dans la rue ni dans les transports en public. Mais par contre, c'est une vitrine technologique. Oui, c'est ça, mais c'est pas une vitrine de bon goût par contre, parce que le design, excuse-moi, c'est quand même. Je suis d'accord. Donc, on va se faire des amis chez Samsung, mais en même temps. Bon, les goûts, les couleurs. Voilà, c'est ça, d'une part, et d'autre part, comme on l'a dit, par exemple ici, tout le monde en a parlé et tout le monde a eu l'occasion de le toucher, c'était pas gratuit. Nous, on s'en fout un peu, parce qu'on touche pas d'argent là-dessus, donc on dit ce qu'on pense. C'est l'avantage qu'on a, sans doute par rapport à d'autres qui ont monnayé leur opinion. C'est comme ça. La lettre W, le oui mais non, vous le savez, le oui mais non, c'est l'information un peu improbable, ou probable, mais qui est quand même un petit peu improbable, et technologique bien sûr, et qui souvent conclut un épisode des technos. Ici, on va tirer des balles en courbe. Ça me fait penser à un film, et je ne remets plus je ne sais plus quel est le nom de ce film. Wanted. C'était Wanted. Oui. D'accord, ok, avec Morgan Freeman, c'est ça. Avec Morgan Freeman, James McAvoy et Angelina Jolie. Voilà, c'est juste, effectivement. Voilà.
dans lequel le jeune James McAvoy va être initié au fait de tirer des balles réelles, donc en courbe, donc de mettre de l'effet dans sa balle en fait. De mettre de l'effet dans sa balle, ce qui, ne nous en cachons pas, est impossible avec une balle normale. On est d'accord, hein. Mais là, d'ailleurs, ça avait été prouvé. Je sais pas s'il y a des fans ou des gens qui étaient intéressés par cette émission il y a quelques années, par les Mythbusters, qui avaient prouvé par A plus B que ça n'était pas possible. Et ben, si finalement, c'est possible, mais il vous faudra utiliser des balles en mousse avec vos jolies armes Nerf, les Nerf, je sais pas comment on les appelle. Nerf en général. Ouais. Ouais, c'est ça. Nerf qui sort trois armes de destruction pas si massives que ça, qui permettent de tirer des balles en mousse courbe, avec une courbe. Donc d'aller dégommer vos copains derrière un poteau, derrière un mur, derrière un arbre, derrière ce que vous voulez, si tant est que vous ayez réglé votre arme comme il se doit. Ces armes ont la particularité d'avoir au bout du canon un petit système articulé, donc qui tourne sur lui-même et qui, en fonction de son orientation, va faire générer à la petite baballe en mousse que vous allez envoyer, va lui faire avoir un mouvement de rotation sur elle-même, suivant l'angle que vous allez appliquer, hein, évidemment. Et ce mouvement de rotation va lui permettre d'obtenir une courbe au moment de sa trajectoire. Et c'est grâce à ça que vous allez tirer des balles en courbe pour aller dégommer le chat qui se planque derrière la fenêtre. Voilà. Pas que le chat, parce que c'est quand même le jouet favori des gens qui travaillent en open space, et j'en sais quelque chose, et en particulier dans les domaines informatiques. Voilà, les gens qui sont souvent branchés sur l'ordinateur très longtemps, à un moment donné pètent un câble, j'en ai vu comme ça, et qui sortent la sulfateuse Nerf multi-coup pour dégommer le mec du fond qui fait du JavaScript. Et donc, il y a des guerres comme ça. Hein. Ici, c'est pas les fléchettes en mousse traditionnelles qu'on rencontre le plus souvent avec les Nerf. C'est vraiment la version avec les balles, les petites balles jaunes. Et là aussi, il y a des modèles multi-coups, enfin à répétition. Vous pouvez faire des combats assez intéressants. Moi, je connais un plateau voilà, où il y a des gens qui travaillent, et chaque fois que je traverse ce plateau, je sens dans mon dos les impacts de petites flèches en mousse, et je sais que je suis particulièrement apprécié. Je les salue s'ils écoutent, et c'est vrai, vivement retour dans les open space du coup, parce que le télétravail n'aide pas Nerf à mon avis à vendre plus de matériel. C'est un vrai problème. Moi je trouve ça assez comique quand même de pousser la recherche sur ce domaine-là et d'arriver à de tels résultats. C'est assez impressionnant quand même. Ouais. Je pense qu'ils avaient repris, je crois qu'il y avait un principe qui avait été repris, alors c'est dit dans l'article, mais je sais plus où est-ce que c'est dit, mais il y avait des produits qui avaient été sortis un peu sur le même principe, mais pas aussi efficaces, et pas sur les mêmes distances. Là, ils ont vraiment réussi à faire un produit qui tire loin, et en plus, si vous arrivez en plus à avoir un petit peu de vent de travers, ou ce genre de choses, vous pouvez jouer avec, et ça peut être assez rigolo, j'avoue. Alors ce qui est bien, c'est que ça tire loin, ça tire fort, ça tire beaucoup, etc. Mais ça fait pas mal. C'est vraiment de l'ordre du jouet un peu. Enfin voilà, on est tous des grands enfants. Les enfants, enfin moi, je laisserais pas ça. Si j'avais un môme, il jouerait pas longtemps avec ça. Je lui piquerais. Non, c'est trop militaire comme truc. Il faut, voilà. Mais je trouve ça assez intéressant. David, une envie sur le coup là de. Non. Je suis curieux de voir comment ça fonctionne, mais d'après ce que je vois, ça semble fonctionner. Donc, voilà, je suis curieux. Par contre, l'illustration du dessus de l'article, là, justement, ils exagèrent un peu l'angle, parce que d'après ce que j'ai vu sur la vidéo, l'angle est quand même relativement faible. Bien sûr. C'est intéressant. C'est juste que ça part ça part en courbe. Évidemment, plus tu mets de puissance, à mon avis, plus la courbe elle est large. Et effectivement, ils exagèrent un peu le trait sur les illustrations parce qu'il faut bien démontrer ou montrer le principe. Mais pour le reste,
Je trouve ça rigolo comme tout. Bon, voilà. C'est pas très cher, hein. Non, c'est combien? Il y a 3 modèles de 15 à 30 euros, donc ça va. D'accord, ok. D'accord, bon, ça va. Dollars, pardon. 15 à 30 dollars. Ok, d'accord. Il faut des balles spéciales ou c'est les balles classiques, les balles? Non, alors c'est des balles rondes en mousse. Donc c'est ce qui est vendu avec, a priori. Voilà. Oui, parce que la petite fléchette, il faut pas acheter les nerfs, hein, il faut acheter ça. Oui, c'est ça. Ah, parce que voilà. Si on passe. Donc vous avez bien compris que ce podcast n'est absolument pas sponsorisé. Parce que on va pas recevoir de nerfs. Si j'en reçois un, alors je serais très étonné, quoi. Mais du coup, il en faut pour toute l'équipe, parce que sinon, quand on va se retrouver, il va falloir quand même qu'on teste ça ensemble à un moment donné. C'est pas rigolo, sinon. Bah oui, c'est ça. C'est pas très drôle, franchement. Voilà donc qui conclut cet épisode 292 de ce podcast Les Technos, une revue de presse inhabituel, on peut le dire, mais avec quand même des choses, voilà, c'était très pertinent. Une fois de plus cette semaine, bravo les gars. La semaine prochaine, 2 autres chroniqueurs vont nous rejoindre, évidemment. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux, avec vos amis. Voilà, plus on est de fous, plus c'est mieux. À un moment donné, je me remettrai à parler français correctement, vous inquiétez pas, mais je suis un petit peu fatigué, comme tout le monde en cette période, je pense. Merci à ceux qui étaient sur le chat. J'ai vu que Sébastien nous avait rejoint également un peu plus tôt, et donc merci à Denis, merci à Archis, à Dovasol, à Denis, j'ai dit, c'est ceux que je vois là dans l'immédiat, à Xavier également qui nous avait rejoint un peu plus tôt. Merci à David qui va vite aller faire dodo maintenant. À Bangkok, il est 3h30, c'est ça? Quelque chose comme ça? 3h30 du matin. Ouais. Et qui arrive à dormir avec 29 degrés dans sa chambre. Moi, j'y arriverai pas. Merci également à J'ai l'air quand même dans la chambre. Ah, quand même, oui, voilà. Donc, merci Pigabou. On se retrouvera très bientôt, de toute façon. Je rappelle que toi-même, tu fais des vidéos sous le nom Bricolo et Mulot. Ouais. Il suffit de taper Bricolo et Mulot dans son navigateur favori et on tombe sur toi. Enfin, ouais, vous allez tomber sur YouTube, mais la chaîne YouTube est en... Ben oui, c'est pour ça. Est stoppée. Maintenant, il faut aller chercher sur Peertube. Voilà. Ouais, c'est sur Peertube. Voilà. Donc le partage de vidéos en peer-to-peer. Donc voilà, Bricolo et Mulot. T'as bricolé un truc récemment? T'as fait une démonstration récemment? Oui, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais même plus, dites donc. Je sais plus. Moi, j'ai pas été voir. Pour le coup, j'ai pas eu beaucoup de temps. Je sais plus. C'est pas grave. Vous allez voir. De toute façon, il y a des archives. Il y a du. Si vous cherchez à vous occuper, vous avez 3 planches, 2 clous et une foreuse. Si, en fait, je sais ce que j'ai fait. J'ai fait le truc qui me sert à tenir la lampe qui m'éclaire depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça. En impression 3D, encore en impression 3D et en tournage métallique. Tournage sur du tour métallique. Tour en métal. Ok. Bon, et t'en as fait une vidéo ou pas? Oui, une petite vidéo, ouais. Ok, d'accord. On ira voir ça, évidemment. Voilà. Merci à vous, merci à tous et à très bientôt. Salut.